Aujourd'hui, dans Tout savoir pour débattre, nous sommes en compagnie du président du groupe de travail sur le déploiement de l'hydrogène qui est au cœur de la transition énergétique. Bonjour Paul Luquez. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que l'hydrogène ? Alors l'hydrogène, c'est un élément de la classification périodique. Il est présent dans la plupart des corps, H2O par exemple. Mais là, on va parler de la molécule H2 qui est sous forme gazeuse. Donc c'est un gaz très léger qui est incolore, inodore et non toxique. Et en fait, il a deux propriétés intéressantes qui vont être exploitées dans ce qu'on va parler après. Premièrement, il est très énergétique par unité de masse, par kilo. Et ça va être extrêmement intéressant pour les applications énergétiques. Et puis, deuxième propriété, il est aussi ce qu'on appelle réducteur. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, réduire des oxydes de fer en fer. Donc, on va aussi avoir des applications industrielles. On doit signaler une propriété qui est plutôt perçue comme un risque. L'hydrogène peut exploser, peut détoner quand il est mélangé à l'air. Donc c'est un gaz qui est très très volatile, qui peut aussi se mélanger rapidement à l'air. Donc voilà un peu quelques caractéristiques essentielles. Juste un point, il n'est pas présent à l'état naturel, ou très peu. Il faut le fabriquer, on va le voir après. Sauf que depuis quelques années, on a trouvé du sol, des mers, beaucoup de sources d'hydrogène naturel, mais c'est pas exploitable actuellement. On entend souvent parler d'hydrogène gris, rose ou encore vert. Pouvez-vous nous en dire un peu plus pour qu'on y voit plus clair sur les différentes dénominations ? Alors évidemment, l'hydrogène est incolore, comme j'ai dit, donc c'est pas la couleur elle-même, c'est plutôt le mode de production qui va déterminer sa couleur. Suivant qu'il est produit de telle ou telle façon, on va lui attribuer une couleur. Alors, actuellement, il est produit à partir de charbon et de gaz naturel. Et en fait, en craquant ces molécules, on va faire de l'hydrogène, mais on va aussi faire beaucoup de CO2, de gaz carbonique, donc qui est un gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on va associer la couleur noire ou grise, qui est pas très positive, à l'hydrogène pour dire que c'est sale. Ensuite, si on produit l'hydrogène toujours à partir d'énergie fossile, mais en capturant le CO2 et en le stockant dans le sol, donc là on va pas dans l'atmosphère, il participe au réchauffement, on va parler d'hydrogène bleu. Et enfin, pour simplifier, si on le produit à partir d'électrolyse, c'est-à-dire à partir d'électricité qu'on met dans une solution aqueuse, on va faire de l'hydrogène d'oxygène, ça c'est une expérience qui est assez connue d'un peu tout le monde, et suivant la source d'électricité, on va attribuer des couleurs. Par exemple, si c'est de l'électricité renouvelable qui alimente cet électrolyseur, on va parler d'hydrogène vert. Si c'est de une électricité nucléaire, alors là c'est pas très bien défini, ça peut être rose ou violet, etc. Ce que je veux dire, c'est que ces couleurs correspondent pas du tout à des normes. C'est plutôt pédagogique, c'est pour simplifier, parce qu'en réalité, il y a deux catégories qui vont faire l'objet de normes. C'est l'hydrogène décarboné, qui n'émet pas de carbone, ou alors une sous-catégorie de ça, qui est l'hydrogène renouvelable. Puisque là, on voit bien ce que ça veut dire. Et puis donc, tout ça, ça va servir à utiliser des labels dans le futur, puisque évidemment, si on veut produire de l'hydrogène propre, non carboné, il faudra bien définir des labels qui vont le caractériser, sinon on fera n'importe quoi. Donc ça a quand même un intérêt d'un point de vue pratique. Mais alors pourquoi l'hydrogène peut-il être un levier majeur pour la transition énergétique ? Si on regarde l'accord de Paris, qu'on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut vraiment mettre en œuvre beaucoup de technologies pour décarboner, pour éviter qu'il y ait notamment du CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane. Et parmi toutes ces technologies, il y a l'électrification, l'efficacité énergétique, il y a bien sûr un développement massif des énergies renouvelables, etc. Et malgré tout, on n'arrive pas à boucler le bilan complet, puisqu'il y a des secteurs qui sont très difficiles à décarboner. C'est là que l'hydrogène va compléter la décarbonation, notamment dans l'industrie, notamment dans la chimie, notamment dans la mobilité. Et dernier avantage de l'hydrogène, il va servir de stocker massivement des énergies renouvelables intermittentes, comme le photovoltaïque ou renouvelable, puisque dans 10, 20, 30 ans, il y aura beaucoup de pays qui auront un taux majoritaire d'énergie renouvelable avec des variations assez importantes. Et il faudra bien compenser cette variation par des stockages. La plupart du temps, des stockages massifs sont pas disponibles sous forme hydraulique, donc il faudra aussi développer l'hydrogène pour cela. Tout ça, c'est des ordres de grandeur qui sont très très grands. On prévoit qu'il faudra multiplier par 5 ou 6 la production d'hydrogène actuelle, qui est déjà elle-même de 100 millions de tonnes par an au niveau mondial. Donc on voit que c'est des ordres de grandeur qui sont très grands si on veut que l'hydrogène contribue à cette transition énergétique et écologique. Vous venez de nous faire un portrait des usages futurs, mais quels sont les principaux usages actuels de l'hydrogène ? Alors c'est vrai que l'hydrogène n'est pas un vecteur nouveau. Déjà au XIXe siècle,
Avant que le gaz naturel et l'électricité arrivent, on utilisait beaucoup d'hydrogène dans les villes, c'est le gaz de ville, pour le chauffage et pour même l'éclairage. Et ensuite, une fois que l'électricité et le gaz naturel sont arrivés, l'hydrogène a été réservé jusqu'à aujourd'hui à des usages industriels. Alors il y en a beaucoup, mais je vais en citer deux qui résument les principaux usages. Il y en a un qui est la fabrication d'ammoniac à partir de l'air et puis à partir du gaz naturel pour faire l'hydrogène. Et l'ammoniac, c'est un composant essentiel des engrais, et donc c'est des productions très très importantes. Et la deuxième, c'est l'utilisation dans les raffineries, puisque si on veut vraiment, il y a des normes extrêmement sévères maintenant, de plus en plus sévères sur les carburants, gazole et essence. Et si on veut les dépolluer, l'hydrogène est extrêmement utile pour dépolluer ces carburants qui sont aux normes, vous savez, Euro 6, etc. Donc c'est les principaux usages. Il y a des usages secondaires dans l'électronique, dans la verrerie, dans l'industrie verrière. Enfin, après, il y a beaucoup d'usages, mais en quantité, c'est vraiment ces deux-là qui dominent les applications hydrogène aujourd'hui. Et quels sont les principaux leviers pour déployer l'hydrogène bas carbone et renouvelable ? On va avoir des usages nouveaux également. Et donc, d'une part, il faudra à la fois décarboner l'hydrogène actuellement utilisé et puis décarboner les nouveaux usages. Le problème, c'est que ça coûte plus cher, ces technologies. Donc, si on veut accélérer le déploiement de l'hydrogène, et en plus dans un temps qui est lui-même très court, puisque on n'a que 30 ans pour arriver à la décarbonation en 2050, il y a besoin vraiment d'un effort des pouvoirs publics, et c'est l'objet de tous les plans qu'on voit dans tous les pays, pour, d'une part, financer le surcoût de ces technologies, que ce soit côté hydrogène ou côté des technologies qui utilisent l'hydrogène, aider à développer les usages, comme la mobilité. Il y a beaucoup d'exemples de bus, d'exemples de véhicules utilitaires, de camions qui sont actuellement déployés, et donc ça, il faut aussi une aide là-dessus pour démarrer une nouvelle technologie. Et puis, il y a tout le côté manufacturier, production des composants, des électrolyseurs, etc., qui demande vraiment une aide très forte, puisque il faut passer quasiment zéro aujourd'hui à des capacités, on parle en gigawatts, énormes en l'espace de 10-20 ans. Donc c'est tous ces leviers. Il y a encore deux leviers qui sont importants. Il y a un effort continu de recherche et d'innovation, puisque les technologies sont prêtes, mais il faut encore les améliorer, voire en trouver des nouvelles. Et puis, il y a le levier du cadre réglementaire. Il faut absolument un cadre réglementaire pour définir ces nouveaux usages, la qualité de l'hydrogène, qu'elle soit un peu normée, justement les labels, garantir que l'hydrogène est sans CO2, etc. Donc il y a aussi tout un cadre réglementaire à instaurer. Voilà un peu les différents leviers, pour simplifier, que je vois. Et où en sommes-nous justement en France en matière de déploiement ? Alors, donc en France, on a un plan et une stratégie qui ont été publiés en 2020, qui fait suite à 20 ans d'efforts de la part des industriels, de la part de la recherche, et aussi, je dois dire, de la part des collectivités locales qui n'ont pas attendu la stratégie nationale pour développer les applications hydrogène. Bon, ce plan prévoit deux priorités. L'industrie, décarboner l'industrie. Donc par exemple, prendre un exemple, une usine sidérurgique à Fos-sur-Mer, elle émet énormément de CO2. L'hydrogène peut aider à la décarboner. Donc l'industrie. Et puis le deuxième usage, c'est la mobilité lourde et intensive. Donc on parle de camions, de véhicules utilitaires, de trains. Il y a aussi des programmes sur l'aéronautique et le maritime, etc. Donc c'est la deuxième priorité. Donc le gouvernement a mis de l'argent, presque 10 milliards pour faire tout ça, pour compenser le surcoût. Ça, on l'a déjà vu, c'est quand même la plus grosse partie du plan. Aider à faire émerger des usines de production, on appelle ça des gigafactories en France, il y en a déjà qui se montent. Promouvoir des écosystèmes régionaux. C'est vrai que si on arrive à concentrer des usages et des applications dans un territoire restreint, ça mutualise un peu la production et les usages, et donc ça permet de faire des économies. Et puis bien sûr, le gouvernement prévoit toujours aussi de soutenir la R&D et l'innovation. Voilà à peu près les priorités qui sont affichées en France. Et à l'échelle internationale, une géopolitique de l'hydrogène se met-elle en place ? Oui, alors pourquoi ? Parce que on aura besoin à terme de grosses quantités d'hydrogène, mais de grosses quantités à des coûts acceptables. Et si on veut des coûts acceptables de l'hydrogène, eh bien on va remonter au coût de l'électricité, puisqu'on va essentiellement le produire dans le futur par électrolyse. Donc il faudra une électricité pas chère et sans CO2. On sait que très majoritairement, l'électricité sera fournie par les renouvelables au niveau mondial, et donc à l'échéance 2050. Mais le problème, c'est que les énergies renouvelables bas coût sont pas du tout réparties équitablement sur la Terre, malheureusement.
Les sources massives et pas chères de renouvelables sont situées en Afrique, en Amérique latine, en Australie, au Moyen-Orient et un peu en Europe, c'est plutôt en Espagne et en mer du Nord. Donc c'est là qu'on pourra produire l'hydrogène massivement. À l'inverse, il y a beaucoup de pays industrialisés, comme le Japon, la Corée et la plupart des pays européens, qui n'auront pas assez de ressources bas coût pour le produire. Donc on voit qu'il va y avoir nécessité de faire un futur commerce de l'hydrogène. Mais le seul petit problème, c'est que l'hydrogène est très difficile à transporter. C'est pas si simple que le pétrole ou le gaz. Donc il y a beaucoup d'obstacles. Il faudra sans doute passer par des façons de transporter qui sont coûteuses, comme la cryogénie, la liquéfaction ou une molécule intermédiaire. Il y a beaucoup d'obstacles aussi réglementaires, ça va prendre du temps. Le plus probable, c'est que tout ce qui est proche, en termes de production-consommation, se développe en premier. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Europe. C'est sûr que l'Espagne a un potentiel important, donc on pourra sans doute voir déjà, pour commencer, des réseaux de transport d'hydrogène au niveau européen. Et voir en étendant au Maroc, etc., qui sont pas si loin. Pour les distances beaucoup plus larges, ça, à mon avis, c'est encore un petit peu prématuré. Il faudra sans doute faire encore des progrès, et donc ça demandera un peu de temps. Mais on voit bien que malgré tout, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est qu'on voit des pays signer des accords, des préaccords pour mettre en place cette géopolitique de l'hydrogène, je dirais, pour s'assurer d'approvisionnement futur, même si c'est dans très long terme. Simplement, il faudra juste veiller que ces pays-là qui vont produire l'hydrogène ont eux-mêmes besoin de se développer, et donc de veiller à ce que eux-mêmes se décarbonent en premier pour leurs propres usages avant d'exporter. Donc voilà, c'est pour ça que ça se met en place un petit peu, et c'est une géopolitique qui va différer beaucoup de celle du pétrole, mais qui reste quand même une géopolitique entre producteurs et consommateurs. Merci beaucoup Paul Luquez pour ces explications très éclairantes. Le public pourra retrouver l'entièreté de la note sur le site de La Fabrique écologique. Merci.